Bienvenue sur Le Corner, podcast de l'agence La Source dédié au sport et au digital. Bonjour à tous, bienvenue pour un nouvel épisode du Corner. Aujourd'hui, on est super content de recevoir Arnaud. Salut Arnaud. Salut Sam, comment vas-tu? Écoute, ça va très bien et toi? La forme, un petit passage en France, tout va bien. Impeccable. Pour la petite anecdote, c'est la deuxième fois qu'on enregistre ce podcast. Ça a été notre premier échec la dernière fois. J'espère que cette fois-ci, il n'y aura pas de souci et qu'on pourra faire profiter à tout le monde de ta grosse expérience dans le sport et repartir de zéro. J'espère aussi. Top. Tu peux te présenter un petit peu à notre audience rapidement, Arnaud? Ouais, je m'appelle Arnaud Richard, j'ai 47 ans. J'ai commencé ma carrière en France, ensuite je suis parti au Mexique pour ouvrir un bureau d'Ava. Ça fait 15 ans maintenant que je suis au Mexique. Tous les gens qui me disaient, ouais, si tu cartonnes au Mexique, après 3-4 ans, il faut que tu partes, parce que tu vois, c'est bon pour la carrière internationale. Et ben voilà, je suis contre tous les principes. Ça fait 15 ans que j'y suis et très heureux et dans une carrière internationale dans le business du sport, avec des activités au Mexique et dans d'autres pays. Mais voilà, donc un parcours un petit peu atypique. Je t'ai jamais demandé, t'es mexicain? Je suis pas encore mexicain. Ma femme vient de me dire de devenir française. C'est dans mes objectifs de cette année de devenir mexicain. C'est toujours difficile de prendre une autre nationalité parce que c'est un pays que j'aime évidemment et que je respecte et qui m'a très bien accueilli. Néanmoins, tu vois, passer aux frontières avec un autre passeport quand au bout d'une phrase, tout le monde comprend que t'es français, ça fait bizarre. Ouais, ça sera un cheminement assez unique, mais rigolo, ouais, rigolo. Mais t'es pas le seul, hein. André-Pierre Gignac a l'air d'avoir envie de faire sa vie au Mexique là maintenant, hein. Il est bien installé. Ouais, je crois qu'il parle encore mieux espagnol que moi, alors que moi, ça fait 15 ans. T'as gardé le charme français. Ouais, Euh, exactement. mais top. Non, mais on va raconter un petit peu ce qui a fait que tu es arrivé au Mexique. Mais pour la faire un peu léger, c'est quoi ton premier souvenir toi dans le sport et qu'est-ce qui a fait que tu as voulu commencer à faire une carrière dans le domaine du sport professionnellement? Ouais, mon premier souvenir, bien que je m'en souvienne à moitié. Je pense que je sortais de la clinique quand je suis né et mes parents m'ont emmené à Roland-Garros. Mes parents étaient fans de tennis, sont fans de tennis, m'ont enseigné le tennis. Et donc la première chose, la clinique était à Boulogne-Billancourt et on était à Roland. Voilà. Et j'ai commencé le tennis à 4 ans jusqu'à 18 ans en compète. Et chaque année, mon rituel au moment de mon anniversaire, c'était aller à Roland. Et tous les 2 ans, j'avais une nouvelle raquette. Et c'était juste un truc de fou pour moi. Et donc, j'ai été dans le tennis pas mal, assez impliqué en club. Je jouais avec Patrick Mouratoglou à l'époque. On était dans le même club. Il était un petit peu meilleur que moi d'ailleurs. Et puis j'entraînais des gamins. J'étais un peu arbitre de temps en temps pour le club. Et voilà, quand je suis rentré en école de commerce à Nantes, à Audencia, j'ai tout de suite pris la présidence du triathlon atlantique de Haboll, qui existe toujours. Moi, je crois que j'ai organisé le 9e et le 10e. On en a 30 et quelques. Et voilà. Et donc là, j'ai complètement découvert qu'au-delà de la pratique et de l'amour, je voulais en faire mon métier. Donc c'est en école que tout s'est décidé. Et depuis, Ouais. j'ai jamais quitté exactement. Et je pense que ça sera jamais le cas. Ouais. Et du coup, sortie d'école, tes premières expériences, c'était où? C'était avec qui? Sortie d'école. Alors, avant la fin de l'école, j'ai pris un an. J'étais chez LMG, ce qui était devenu Havas, qui avait été fondé par Lucien Boyer, qui était devenu Havas. Je travaillais sur un client de la banque, le Crédit Agricole, banque officielle de la Coupe du Monde. Donc, j'ai passé un an sur le projet de la Coupe du Monde, ce qui était quand même assez unique comme opportunité à cet âge-là. Donc, c'était fantastique. Je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, je le vivrais complètement différemment. J'étais un petit peu innocent à ce moment-là. C'était juste incroyable de gagner une Coupe du Monde et de pouvoir vivre ça de l'intérieur. Et puis, je suis allé aux États-Unis en stage et je suis revenu pour LMG. Et là, j'ai commencé ma carrière de stagiaire. Ensuite, chef de projet, etc., jusqu'à changer de boîte à un moment. Mais donc, j'ai passé quelques années en agence pour commencer, avant de passer du côté de la marque et retourner en agence. Donc, la marque, j'étais directeur du marketing sportif mondial de Lacoste pendant un an. Donc, négocier tous les contrats des joueurs et des événements internationaux, donc du Andy Roddick. C'était qui les joueurs Lacoste à l'époque? À l'époque, il y avait Roddick qui venait d'être signé un an avant, donc qui était une grosse star et très important pour la marque, pour le marché américain, Ouais. où il y avait des grands enjeux de business. En golf, c'était Lorena Ochoa, qui avait été très intelligente parce qu'elle avait négocié un fixe très faible, son frère, qui était son agent.
en disant vous allez voir, dans 2-3 ans, je vais tout gagner. Et donc, fixe faible, mais donnez-moi des bons bonus. Et on lui a donné beaucoup de beaux bonus. Et puis, il y avait d'autres joueurs français, les Gasquet et autres, du côté du tennis masculin, féminin, et d'autres joueurs français dans le golf. Enfin, une pléthore de joueurs et des gros événements, hein, Roland-Garros, US Open, pas comme partenaire, mais avec une boutique dedans, Shanghai, Pékin, enfin, une grosse expérience internationale pour moi. Ouais. Top. Juste un petit aparté, Arnaud, tu peux parler un tout petit peu plus proche du micro parce qu'il y a des fois on t'entend bof. Très bien, voilà. Merci beaucoup. Ouais, donc des super expériences et après du coup t'es reparti de Lacoste et t'es revenu chez Havas. Voilà. Oui, Lacoste a duré 1 an. J'étais très jeune à un poste je dirais pas de haut niveau parce que c'était honnêtement pas forcément le plus challenging au niveau intellectuel. Mais politiquement, je pense que j'étais pas forcément le plus mûr. Et donc voilà. Donc quand j'avais des désaccords, je les exprimais un petit peu ouvertement. Et après 1 an de chez Lacoste, j'ai décidé de retourner. Effectivement, je suis retourné en agence, mais cette fois-ci sur un marché. Voilà. Donc au lieu de retourner, je pouvais aller chez Lagardère à l'époque. J'avais une grosse opportunité qui était en plein développement. Mais j'ai décidé de retourner chez Havas pour ouvrir un marché, le Mexique. Je parlais pas espagnol, j'avais 31 ans. Et je me suis dit, c'est le moment ou jamais. J'avais pas encore de famille. Je me dis, c'est vraiment le moment d'apprendre quelque chose. Je suis toujours parti dans ma vie que, voilà, on en a qu'une. Donc, quand il y a des belles opportunités qui se présentent, qui peuvent être des expériences différenciantes, autant les saisir. Et 15 ans après, j'y suis toujours. Donc, j'ai monté Havas pendant 7 ans et ensuite j'ai créé ma société. Intéressant. Et du coup, raconte-nous un peu le déploiement de ta mission avec Havas. Donc, qu'est-ce qu'était le Mexique quand tu es arrivé il y a 15 ans et qu'est-ce que c'est maintenant dans le domaine du sport, de ta perspective? Alors, le groupe Havas, quand je suis arrivé au Mexique, était très puissant avec quasiment 35% des achats médias des marques mexicaines. Donc, la partie d'agence média très, très puissante. Et donc, je suis arrivé avec un pool de clients potentiels intéressant, mais clairement potentiel. Donc, il fallu partir de zéro, comprendre le marché, comprendre ses besoins, voir comment on pouvait nous positionner. Donc, il y avait évidemment les clients traditionnels du groupe Havas potentiels qui sont les marques, donc les accompagner dans les activations, enfin dans la stratégie des activations. Et ce que j'aimais bien faire, ce que j'avais fait avant en France, mais j'ai quand même une grosse affinité naturelle pour les grands événements. Et il y avait les Jeux panaméricains qui arrivaient en 2011. Moi, je suis arrivé en 2007. Jeux panaméricains en 2011. J'ai tout de suite dimensionné que cet événement pouvait être un game changer pour notre business au Mexique. Et en 2008, on gagne l'appel d'offres pour être agence droit télé, sponsoring et marketing de l'événement. Ce qui n'était pas le business traditionnel d'Havas, ce qui n'est toujours pas, mais qui est un gros driver de business. Et par ailleurs, on s'est développé sur les activités classiques. Voilà, donc ça a été par chance, entre guillemets. Mon chef à l'époque était le chef du groupe Havas, était un athlète olympique qui connaissait le membre du comité de direction des Jeux panaméricains. Puis après, comme bon boss, c'est toi l'expert, maintenant c'est à toi de jouer. Et voilà, donc j'ai fait mon boulot qui était de vendre une mission et ensuite de délivrer. Et ça a été une expérience fantastique. Et 2 ans après le jeu panaméricain, je pouvais aller dans un autre pays, et puis ça prenait du temps. Enfin, j'avais émis mes souhaits puisqu'on cartonnait, on était numéro 1 des 20 pays en termes de profit. Donc, quand j'ai ouvert le Mexique, on était le 5e pays. Ensuite, il y en avait 20 quand je suis parti, et on cartonnait. Et donc, j'avais un peu une porte ouverte pour faire d'autres choses. Et ça s'est pas vraiment fait. Je me suis dit, plutôt que d'ouvrir un marché et lutter de nouveau, parce que c'est compliqué d'ouvrir un marché. C'est vraiment preneur d'énergie. Je me suis dit, tiens, pourquoi je resterais pas au Mexique avec un positionnement différent, parce que je suis pas une personne déloyale, donc je vais pas me mettre à être en compète avec Havas. Et donc, je me suis positionné différemment et j'ai fait mon petit bonhomme de chemin comme entrepreneur et 8 ans après, sans regret, mais pas toujours dans la facilité. Ouais, c'est comme tous les parcours d'entrepreneurs. Et c'est marrant, on en parle souvent, mais j'ai l'impression que plus tu avances, moins c'est difficile un peu d'être entrepreneur parce que finalement, tu as de plus en plus de fonds. Mais je pense qu'à ton époque,
ouais, c'était pas, enfin, dans un pays différent, c'était certainement pas donné d'avance. Mais dis-nous un peu plus, parce que du coup, tu pars de chez Havas et alors là, tu crées plusieurs startups, donc plusieurs sujets. Donc, tu as Moveo Lab, tu as Global Sports Week, tu as Sports Innovation Society. Tu peux nous en dire un peu plus sur ces activités, comment tu les as positionnées et qu'est-ce que tu voulais réussir je vais faire un anglicisme, achieve, à réussir à créer pour ces trois organisations. Bah, tout d'abord, on a créé Moveo Lab avec mon associé qui était mon directeur commercial sur les Jeux panaméricains. On a créé Moveo Lab qui était plus centré sur la création d'événements au Mexique. Donc, une espèce d'ASO Keneo dans l'esprit, évidemment, sans comparaison en termes de taille. Mais on s'est pas mal débrouillé puisque en 8 ans, on a organisé plus de 70 événements internationaux, donc plusieurs mondiaux, des Coupes du Monde, des Olympic Qualifiers. Donc on amène les événements au Mexique, on les organise de A à Z. Le client, c'est généralement le gouvernement, soit national, soit régional, soit local, mais généralement national avec un soutien local, parce que c'est des gros événements internationaux. Dans le monde olympique, principalement, donc on l'a fait dans 26 sports. Donc c'était complètement fascinant parce que il s'agissait la première, au bout de 2-3 mois d'avoir créé la boîte, on était parti en Suisse avec notre patron de pèlerin. On était voir les fédérations internationales en toquant les portes et en disant, ben voilà, qu'est-ce que vous avez dans les 3, 4, 5 prochaines années? Quels événements? On savait qu'on aurait potentiellement le soutien du gouvernement, donc on est allé avec une certaine crédibilité, avec des clients potentiels. Et voilà, on a commencé à ramener très très vite des gros événements diffusés en live dans plein de pays, donc avec des enjeux de delivery très importants, parce que c'est une chose faire une activation pour Nike, c'est autre chose faire un événement qui est en live dans 70 pays. Faut pas se tromper, faut vraiment pas se tromper. Et ta crédibilité, autant c'est dur à construire et c'est long, autant ça prend 2 minutes pour tout casser. Donc voilà, on a développé ça. Mon associé Gabriel Ramos est très fort sur la partie de production. Voilà, donc ça continue, cette activité continue. En octobre, finale de Coupe du Monde de tir à l'arc à Tlaxcala au Mexique. En novembre, mondial de taekwondo. L'année prochaine, mondial de beach volleyball. Donc ça une activité qui continue, que j'ai un petit peu laissée. En parallèle de cette activité, on avait créé des Sport Innovation Summit sur le marché mexicain, qui étaient des congrès d'innovation sur le sport. Et puis les speakers internationaux qui venaient, qui étaient quand même qui sont des belles personnalités, des très performants dans ce qu'ils font. Ils nous ont dit c'est pas mal ton petit truc, pourquoi tu l'internationalises pas? Et donc voilà, donc on a fait 5 au Mexique, on a fait 2 à Paris, 1 à Tokyo. Et tout ça, c'est des histoires de relations humaines, un peu toi, ce que tu fais, tu connais les gens, tu as confiance en eux, ils ont confiance en toi, et puis tu construis des choses que tu n'avais pas imaginées. Tokyo, c'était le fait de faire un événement à Tokyo, c'est parce qu'on a eu le CTIO de Tokyo 2020 qui est venu au Mexique pour parler lors de notre summit, et il s'est dit mais c'est super, il faut qu'on l'amène au Mexique. Et entre-temps, il a démissionné, mais il avait pas mal, mais il était très bien positionné, et boum, on a fait un événement à Tokyo. Et puis, le Sport Innovation Summit est devenu, dans le cas de Paris, la Global Sports Week, donc avec Lucien Boyer et Laurent Damiani, qui sont les 2 autres cofondateurs. Et voilà, on a la 3e, 4e édition, 4e pour venir. Et donc, des moments difficiles avec le Covid, évidemment, mais une belle aventure dirigée par Noémie Claret. Et ça continue. Moi, je suis plus actionnaire, mais je suis toujours cofondateur, évidemment, et je soutiens l'événement qui est une très belle vision et vocation. Et puis, j'ai créé Sport Innovation Society, un peu à la suite des summits, qui est l'activité plus conseil et innovation, que je dirige moi, où on accompagne différentes organisations sportives internationales et nationales, sur leurs problèmes, sur leur stratégie et sur leurs problématiques d'innovation. Donc, beaucoup plus intellectuel, moins opérationnel. Donc on est moins dans l'inspiration qui fait que quand tu fais un événement et que tu vois le public et les athlètes foutent bonheur, ben c'est juste du bonheur quoi. Là t'es plus sur de la prospective, du moyen long terme, de l'intangible. Donc c'est complètement différent, mais c'est aussi très important parce que tu vois, avec le temps c'est hyper bizarre, mais autant quand j'étais jeune et que je bossais en agence,
Je pense qu'on snobait énormément les organisations sportives, les fédérations et autres, en se disant c'est des nuls, c'est ringard, etc. Alors qu'en fait, c'est eux qui dirigent le sport, c'est eux qui font le sport. Nous, on est juste là pour aider, faire et apporter un peu une pierre à l'édifice. Mais les grands dirigeants du sport, c'est les grands dirigeants des organisations, plus des sociétés qui apportent une valeur au sport, qui apportent des nouvelles technologies, qui apportent une pierre à l'édifice de manière très significative. Aujourd'hui, je suis très fier de pouvoir contribuer et aider des grandes fédérations ou des plus petites dans la stratégie de développement, parce que ça a un impact. Juste quand tu travailles avec la FIBA et que tu sais que tu vas aider des fédérations nationales, c'est des centaines de milliers de personnes qui vont être impactées derrière. Et donc, par exemple, de te donner un exemple, donc là, actuellement, c'est une de tes missions d'accompagner la FIBA dans ta région. Alors, tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce type de mission? Oui, à FIBA, on est 8 consultants dans le monde à aider des fédérations nationales à construire leur plan stratégique. Donc, j'ai aidé des fédérations de différents pays, pas que de la région. Mais on travaille aussi, on accompagne la Fédération mexicaine de foot en innovation. Il y a le mondial qui vient 2026 avec États-Unis, Canada, Mexique. Donc, ça sera la troisième Coupe du Monde au Mexique. On a une collaboration maintenant pour un gros projet à Los Angeles. Donc, on n'est vraiment pas à 100% mexicain. C'est mon équipe pour les motiver. J'aime leur dire from Mexico to the world, pour montrer qu'on sait bien faire les choses aussi là-bas et qu'on peut le faire pour beaucoup d'autres. Ouais. Et par exemple, là, dans le cadre de la Coupe du Monde 2026, toi, tu as accompagné la participation du Mexique à la candidature dans le choix des stades. Quel a été ton rôle là-dessus? En l'occurrence, j'ai pas eu de rôle. Ça aurait été très sympa par ailleurs, mais j'ai pas eu de rôle sur cette partie-là. Mais ça fait plus de 2 ans que je travaille avec la Fédération mexicaine sur la stratégie d'innovation. C'est-à-dire, où sont les perspectives de croissance et qu'est-ce qu'il faut construire pour que demain on soit plus performant. Parce que la plupart des organisations ont des inventaires commerciaux dans leur cas vendus. C'est-à-dire que voilà, maintenant il faut penser qu'est-ce que va être le business de demain et comment on s'adapte, comment on se prépare pour que quand viennent les moments clés de renégociation, que ce soit des droits télé, du sponsorship ou autre, ou la Coupe du Monde, quels sont les leviers de croissance du futur et comment on se met en place pour pouvoir être prêt au bon moment. Donc voilà, ça c'est ce que je fais avec eux et c'est super intéressant. Et bien évidemment, la Coupe du Monde c'est une opportunité, même si la FIFA a radicalement changé ses process. Et donc, il y a plus de comité organisateur comme tel. C'est presque la FIFA qui prend les 3 stades, dans le cas du Mexique, et qui opère, et qui a les revenus, et qui après redistribue des choses. Donc, c'est très différent de ce qu'on a vécu en France, que ça soit sur les Coupes du Monde ou sur les Euros. Et ça sera la première fois que la FIFA va opérer de cette manière. D'accord. Ouais, super intéressant, qui est très différent de toi, l'expérience que tu avais par le passé. On y reviendra sur ce que tu faisais un peu à Mauvais au Lab, mais ce qui est très différent. Ouais. Et donc du coup, et juste pour bien comprendre sur cette partie, donc cet accompagnement des fédérations mexicaines, etc. C'est quoi l'innovation pour une fédération en LATAM, au Mexique? C'est quoi c'est de l'innovation opérationnelle, c'est de l'innovation de faire comprendre qu'est-ce que les organisations SaaS, qu'est-ce que c'est l'innovation dans un territoire comme celui-ci? Je pense que c'est pas différent des autres territoires. En l'occurrence, la Fédération mexicaine de foot, c'est une grosse fédération en termes de revenus. Donc c'est une grosse puissance commerciale, c'est une grosse machine commerciale puisque c'est pour de loin le sport numéro 1 dans un marché de 120 millions d'habitants. Donc c'est une grosse puissance. Mais en fait, nous, quand on travaille l'innovation, on travaille sur trois. Enfin, toi, tu es un spécialiste de ça. On travaille sur trois parties. L'innovation incrémentale en espagnol, ça veut dire comment le petit pourcent qui va faire une augmentation, mais qui est pas transformationnelle. Ensuite, l'innovation disruptive et ensuite l'innovation transformationnelle. Donc, l'innovation incrémentale, c'est qu'est-ce qu'on peut faire cette année rapidement pour améliorer les problèmes à résoudre. Donc, que ça soit des thématiques de fan engagement, de génération de bases de données, quelles peuvent être les technos qui vont nous permettre, les idées créatives qui nous permettent d'avoir plus d'engagement, etc., pour que on améliore un petit peu. Le disruptif, c'est de la création de nouvelles offres. Par exemple,
de la création de nouvelles offres. Donc, par exemple, tu peux commencer à séparer le sponsorship masculin de féminin. Parce qu'aujourd'hui, il est ensemble et en fait, il n'est pas valorisé, le féminin. Demain, il faut qu'il soit valorisé parce qu'il y a une croissance du football féminin qui est claire, qui est démontrée par des audiences, par une croissance sur les réseaux sociaux, etc., etc. Donc, créer des nouvelles offres. Et l'innovation transformationnelle, c'est plus quels seront les nouveaux business models demain pour la fédération, comme certains ont déjà développé leur OTT. Ça, c'est l'innovation transformationnelle. C'est un changement de business model. Tu parles en direct to consumer au lieu d'être dans un modèle B2B de vente de droits, qui peut être complémentaire dans certains cas. Donc voilà. Donc on cherche pour chacun des niveaux, des 3 types d'innovation, comment apporter de la valeur pour créer de la croissance économique et de la croissance aussi dans la pratique du sport, évidemment. Donc il s'agit de planifier en fait les étapes et identifier les ressources nécessaires pour que ça se mette en place. Ouais. Et donc toi, grosse expertise pour amener tout ça et comprendre d'autant mieux sur ces sujets-là le territoire dans lequel tu es parce que ça fait 15 ans et que tu l'as vu être transformé. Et moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est revenir à ton expérience Moveo Lab parce qu'on en avait parlé un petit peu la dernière fois. Ouais. Quoi le modèle pour un entrepreneur un peu qui se dit moi, je vais aller tenter l'aventure, je veux être dans le sport, je veux me lancer dans un territoire où je pense qu'il y a une opportunité. C'est quoi le modèle d'organiser un événement dans un nouveau territoire associé à une fédération internationale? Comment est-ce que ça marche? Ouais, bonne question. Il y a différents modèles potentiels. Il y a ceux qui achètent des droits pour organiser, comme quand tu achètes une date sur l'ATP. Donc, tu es propriétaire d'une date et tu sais que chaque année, tu dois organiser ton tournoi à tes risques et périls. Mais tu sais que c'est ta propriété. Donc, comme le fait IMG, Octagon ou des organisateurs privés. Voilà. Donc, ça, c'est un modèle qui est pas applicable à tous les sports parce que tous les sports n'ont pas ce système-là. Beaucoup de fédérations de sport un petit peu moins professionnelles, on va dire, c'est des one-shot parce que un champion du monde, il va changer de pays tous les 2 ans ou 4 ans selon la fréquence ou les coupes du monde, ils aiment changer de pays. Voilà. Donc c'est pas toujours possible, mais un modèle, c'est d'acheter une date parce qu'on croit qu'il y a une opportunité de marché suffisante pour pouvoir le financer et développer ensuite du profit petit à petit parce qu'il faut y aller étape par étape. Et l'autre, c'est de se dire, je vais convaincre qui a de l'argent parce que moi, je veux pas investir, je veux pas prendre le risque. Et je vais convaincre qui a de l'argent. Alors, qui a de l'argent, selon les marchés, c'est le public ou le privé. Et dans beaucoup de pays, malheureusement encore, c'est le public. Parce que le privé dans les sports olympiques, en France, on s'en rend pas compte, mais c'est un luxe d'avoir autant de marques sur autant de sports. Dans beaucoup de pays, il n'y a pas du tout ces investissements de sponsoring parce qu'il n'y a pas la culture de ces sports, il n'y a pas la pratique est pas tellement développée, etc. Donc, tu as besoin du gouvernement pour financer les événements. Donc, nous, ce qu'on a fait, ce qui a beaucoup d'avantages, mais qui a des gros inconvénients. Beaucoup d'avantages, c'est que on avait une garantie de financement puisqu'on signait des accords avec le gouvernement pour amener les événements. On les amenait, on les organisait. Et le gouvernement, à chaque fois, était très content. On a travaillé avec 3 gouvernements successifs, ce qui est pas commun. Mais donc c'est bien parce qu'on a la sécurité, mais partielle parce qu'on n'est pas propriétaire de ces événements. Donc si demain le gouvernement veut pas ne pas nous donner l'événement, ils veulent le donner à quelqu'un d'autre pour des raisons X ou Y. On n'a plus rien. On n'est pas propriétaire d'un concept ou d'une date sur un circuit professionnel. Donc ça, c'est le gros désavantage parce qu'on est très vulnérable. On est concrètement très vulnérable. Alors nous, ça a bien marché les dernières années, voilà. Mais et parce qu'on bosse bien, et enfin pour plein de raisons. Mais ça reste, on reste très vulnérable. Donc peut-être qu'il faut voir plus grand. Et aujourd'hui, je pense que je le referai différemment, en voyant plus grand, en étant propriétaire, en mettant des investisseurs qui aident parce qu'ils croient au business model, et pour enclencher la machine et pouvoir perdre au début pour gagner beaucoup plus après. Voilà. Donc passer d'un modèle où on n'a pas pris de risque nous, totalement organique, de développement, de croissance organique, à un modèle d'investisseur où si tu crois en quelque chose, il faut diluer les risques et pas avoir qu'un événement. Il faut diluer les risques parce que forcément tout ne va pas forcément marcher. Voilà, et tu deviens investisseur et tu crées de la valeur et ensuite tu as quelque chose que tu peux revendre.
Et par curiosité, ça, c'est quelque chose qui est venu avec le temps parce que tu as vu les fonds privés arriver dans le milieu du sport et tu t'es dit, bah oui, c'était ça l'opportunité, ou tu avais fait t'as eu une réflexion à l'époque parce que quand même, entre les lignes, il faut dire que tu avais la sécurité du coup, d'avoir l'argent public et qui est quand même avec tout esprit entrepreneurial, qui est quand même un luxe qui a de la valeur. Donc toi, est-ce que à la base, tu t'étais posé la question de dire sécurité / argent public vs risque argent privé, ou est-ce que c'est quelque chose auquel tu n'avais pas réfléchi et tu t'es dit attends, moi je veux l'organiser avant tout et ça va être mon chemin le plus rapide pour pouvoir le faire? Ouais, un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'on a eu des opportunités très rapidement. Du coup, tu te prends un peu dans l'engrenage de ah bah tiens, j'ai cette Coupe du Monde, 6 mois après j'ai ce mondial, après j'ai ça. Donc voilà, tu as une capacité aussi de temps limité, d'énergie limitée. Donc on a organisé un Olympic Qualifier comme à Lille en basket, comme il y avait eu à Lille. Il y a eu un comité, je crois, d'organisation en France de plus d'1 an. Nous, on l'a fait en 2 mois. Voilà. Donc ouais, vous l'organisez, c'est dans 2 mois. Hein. Débrouillez-vous maintenant et ça va bien marcher comme d'habitude, non? Ouais. Et ça a très bien marché. Mais donc voilà. Donc il y a je pense que quand on est entrepreneur, il faut arriver à maintenir le cap d'une vision quand tu rentres dans l'opération. Et c'est pas facile. Et ça, c'est bien pour ça d'avoir un advisory board, ce genre de système qui permet de lever la tête de l'eau et prendre un peu de recul. Et pour être très honnête, nous au début, on avait beaucoup d'ambition et on s'est fait manger par l'opération, ce qui est une erreur, parce qu'on a créé des super concepts financés souvent par le gouvernement et un petit peu de privé, mais qu'on avait créé nous. Et on n'a pas donné suite parce qu'on voyait qu'on pouvait avoir tel mondial et que ça allait rapporter plus et que c'était très difficile l'autre. Et du coup, on a abandonné. On n'a pas été suffisamment persistant dans certains cas, pour être très honnête. Donc, on a fait des erreurs stratégiques là-dessus, avec une vision parfois un petit peu court-termiste. Voilà. Donc, bon, après, il y a ce que le marché permet. Hein. C'est pas non plus facile de créer des propriétés. Financer une propriété, on avait créé un événement CrossFit qui avait été en live à la télé 2 heures, fantastique. Bon, après, pour le financer 2-3 ans, il faut avoir les reins solides. C'est là où les investisseurs peuvent intervenir, parce que dans d'autres marchés, ça a marché. Et que donc, en adaptant... Oui, d'autres marchés internationaux, il y a eu des concepts. On s'inspire souvent de ce qui se passe dans d'autres pays ou d'autres industries, ce qui est normal. Tout le monde fait à peu près ça. Donc, c'est des repères pour nous. Mais tout ce qui est à l'étranger ne marchera pas forcément au Mexique ou ne marchera pas forcément au Japon ou ailleurs. Donc, voilà. Donc, en Amérique latine, on dépend souvent des gouvernements. Tu es aux États-Unis et que tu travailles dans le sport, c'est le privé qui finance, c'est pas le gouvernement. Tu es en France, c'est un mix. Donc, il y a des spécificités sur chacun des marchés. Et avant de se lancer, il faut bien comprendre quel est l'état du marché, où est l'argent et quelles sont les échéances. Parce que, voilà, quand tu travailles avec le gouvernement, il faut comprendre quand il y a les prochaines élections. Par exemple, ou quand tu travailles avec des marques, il faut comprendre si les marques, elles ont été sur des engagements plus à long terme ou à court terme et ensuite elles changent. Enfin, il faut quand même être un petit peu pertinent sur la connaissance du marché pour identifier les opportunités. Ouais. Et donc, justement, sur ces opportunités-là, un marché comme le Mexique, tu parlais tout à l'heure, le foot est clairement roi. Et d'ailleurs, je parlais récemment avec quelqu'un qui me disait que le championnat mexicain était plus regardé aux États-Unis que la MLS. Et que la Première Ligue. Et que la Première Ligue aussi. Ouais. Donc c'est une puissance, enfin c'est une puissance incroyable. Et donc et d'ailleurs c'est organisé par la fédération mexicaine, le championnat. C'est comme en France, c'est-à-dire que tu as une ligue sous tutelle, mais avec une indépendance. Donc il y a une indépendance. Ok, parce que c'est pas toujours le cas quand même dans certains pays justement de ce type-là. Donc c'était bien à spécifier. Mais quel est le business du sport? Quelles sont les opportunités? Quels sports sont populaires? Est-ce qu'il y a des leviers de croissance au-delà du foot ou ça va être très compliqué pour les autres sports d'exister à côté? Quelle est la réalité d'un marché comme le marché du Mexique? Parce que pour faire un raccourci rapide, malgré tout, même en France, le foot est roi à des années-lumière du reste, et que les autres sports, ça reste des ligues professionnelles, et il y en a certaines qui s'en tirent très bien comme le handball, mais on voit que c'est pas toujours le cas pour des sports qui paraîtraient naturellement très attractifs. C'est quoi la réalité du marché mexicain? Ouais. Après, on oublie en France que tu as quand même une ligue de rugby fantastique, des événements de cyclistes mondialement connus, des tournois de tennis mondialement connus.
il y a quand même un patrimoine dans le sport français qui est gigantesque. Et quand tu es à l'étranger, tu t'en rends compte parce qu'on t'en parle. On dit mais ça c'est incroyable, etc. Après sur le Mexique, donc c'est l'Amérique du Nord, le Mexique, et c'est l'Amérique latine. L'Amérique latine, le plus gros marché c'est le Brésil, ensuite c'est le Mexique, de loin. Et ensuite tu as tous les autres, Colombie, Argentine, Chili, mais qui sont beaucoup plus petits que le Mexique. Donc en termes de puissance économique, c'est important. Et c'est l'Amérique du Nord. Ça veut dire que à la fois tu as une culture nationale très spécifique avec de la lucha libre, de la boxe, des sports qui traditionnellement sont dans le cœur des Mexicains travailleurs, rudes, etc. Et à la fois tu as l'aspiration, le côté aspirationnel des États-Unis. Ça veut dire que les sports américains sont extrêmement populaires. Donc, la NFL a des bureaux au Mexique, organise des matchs de saison régulière, un match cette année, je crois. La NBA a des bureaux au Mexique, c'est le plus gros d'Amérique latine. Je crois qu'il y en a un au Brésil aussi, important. Et 2 matchs de saison régulière. Le Major League Baseball, bureau et match de saison régulière. La F1 a son circuit, alors ce qui n'est pas américain, mais a son circuit de F1 depuis 5 ou 6 ans maintenant. 350 000 personnes à chaque événement, donc c'est un succès mondial, c'est une référence mondiale. Donc le Mexique, je dirais que c'est un sport, le business du sport, c'est le business du sport spectacle, plus que le business du sport pratique. Évidemment, tu as des chaînes de gym, comme ça s'est développé en Europe aussi, qui ont pas mal cartonné, qui sont beaucoup développés avec des systèmes de franchise. T'as le paddle qui est en pleine croissance, donc le paddle, c'est impressionnant la croissance. Mais le gros du business, il est quand même sur le sport spectacle. Et ces sports mentionnés, c'est là où il y a le plus d'argent. Le monde est de loin parce que c'est hyper aspirationnel. Donc la F1 est capable de faire payer des billets 1000, 2000 euros. Voilà. Alors qu'un match de foot va coûter 5 euros. Donc, quand même, sur des échelles les gens qui ont de l'argent peuvent payer très, très cher pour aller voir ce qui les intéresse. De même qu'au mondial, le Mexicain, c'est toujours le 2e ou 3e pays en termes d'affluence d'un pays étranger. Et donc, tu peux avoir un chauffeur de taxi qui économise 4 ans pour aller au mondial. C'est-à-dire que quand ils veulent payer, ils peuvent. Et ils le font. Donc le sport spectacle est très important et le sport olympique, ce qu'on fait nous, beaucoup moins et moins récurrent parce que le système est comme ça, parce que tu reçois un mondial, tu l'auras pas la fois d'après. Le problème dans un business quand tu es entrepreneur dans l'événementiel, c'est le manque de récurrence. Quand tu as de la récurrence, tu peux créer de la valeur sur le long terme. Quand tu n'as pas de récurrence, tu crées pas de valeur sur le long terme. Ouais, super intéressant. Mais ça reste des sports, des grosses marques internationales qui vont chercher la communauté locale plutôt que des ligues adjacentes dont on n'aurait pas la connaissance, qui se développent très bien et qui sont un business à part entière dans le territoire. Alors, sur le territoire national, tu as la lucha libre avec 2 ligues, qui est vraiment quelque chose de, je dirais, on utilise ça plutôt pour les plantes, mais d'endémique. C'est-à-dire, c'est né au Mexique et c'est une culture, un folklore local. Et c'est un gros business. Et c'est un gros business et ça s'exporte aux États-Unis. Donc c'est la seule, je dirais, le seul sport spectacle natif qui a la capacité à s'exporter. Le reste, c'est du traditionnel international et une grosse influence américaine. Donc foot et sport américain. Mais demain, on peut imaginer d'avoir une franchise de NFL ou une franchise de NBA au Mexique. Ça, c'est pas du tout exclu dans les 5 à 10 prochaines années. Tu dirais que ça va arriver, toi? Je pense que ça peut arriver. Là, il y a des tests qui sont faits avec de la G-League dans le cas de la NBA. Bon, ça a été freiné avec le Covid, c'était le début. Mais il y a clairement une intention des grosses ligues américaines de s'étendre, de même qu'on peut penser à une fusion partielle ou complète de la MLS avec la Ligue mexicaine. C'est du domaine du possible, voire de l'intéressant en termes de business. Parce que aller de New York à Los Angeles, c'est la même chose qu'aller de New York à Monterrey ou de Miami à Mexico City. C'est les mêmes fuseaux horaires, il y a plusieurs fuseaux horaires, on parle
de 2 à 4 heures d'avion selon les zones, enfin de 1 heure à 4 heures d'avion selon les zones. Donc on est sur la même zone. Ouais, ouais. Et effectivement, je me demande si le changement va pas arriver par le soccer, Ouais. parce que c'est forcément très attractif et d'un côté et de l'autre, j'imagine, et beaucoup plus naturel pour eux d'aller explorer ce modèle-là que potentiellement sur des ligues plus confirmées. Je vois pas la NFL y aller en premier, la NBA pourrait y aller, mais peut-être qu'ils sont à ce stade où ils ont moins besoin d'être la grosse ligue innovante sur des sujets entre guillemets risqués comme celui-là. Ouais. Mais le Mexique est le marché d'extension, le marché de croissance des États-Unis, et les États-Unis sont le marché de croissance du Mexique. Parce qu'il y a cette double culture dans les deux pays. Donc il y a de plus en plus, il faut beaucoup penser comme ça aujourd'hui. Il faut beaucoup penser comme ça. Top. Et d'une manière générale, donc si on prend toutes tes activités, tous les projets, tu as vécu des trucs vachement différents les uns des autres. Waouh, tu as vécu des projets vachement différents les uns des autres. Lequel ressort? Quel projet est celui dont tu es le plus fier à date? Ouais, alors, ça fait un peu papy, mais en 2010, on a organisé le bicentenaire, la partie sport, au Mexique. C'est un événement important pour les Mexicains, le bicentenaire, évidemment, c'est un gros événement. Et on a mis sur l'équivalent de 200 ans de l'indépendance. Et donc on a mis sur l'équivalent des Champs-Élysées 35 sports. On a fait faire du sport à 28 000 personnes, et il y avait plus d'1 million de personnes qui le regardaient sur l'avenue, et on était en live parce qu'on a fait venir Michael Phelps pour nager. On était en live sur toutes les chaînes ouvertes. C'est un projet de fou. Tout le monde m'a dit mais le petit Français là, t'es complètement malade d'organiser ce truc-là. Chez Havas, on avait fait un peu quelque chose un petit peu similaire sur les Champs-Élysées pour la candidature au JO. Donc il y avait une expérience, mais si tu veux, on faisait pour le ministre des Sports, qui était le parti d'opposition de la ville. Donc le gouverneur de la ville, en l'occurrence, c'est le gouverneur, il m'a dit Frances, la guillotine, si ça marche pas. Et voilà, aujourd'hui c'est le chancellor du pays. Donc j'avais une pression de fou, j'avais 3 mois pour l'organiser. Du go à la date, j'avais 3 mois, ce qui est absolument rien. On parle de 3000 personnes qui travaillent, 200 trailers. Donc, tu vois, tu mets une piscine, un cube de plongeon, une capacité de production très, très élevée. Je savais pas avec qui le faire. Je me dis, bon, maintenant qu'ils m'ont dit oui, maintenant faut le faire. Avec qui je vais le faire? Alors, parce qu'on a le soutien théorique de la France, tu vois, un petit peu, mais complètement différent, les fournisseurs locaux, etc. Et en fait, ça a été un succès populaire monstre. On a monté en 30 heures. On a démonté en 11 heures. Donc, t'imagines 35 sports, hein, beach volley, cube de plongeon, plongeon à 10 mètres, piste d'athlée ronde autour de l'Ange, de l'Indépendance, enfin, l'équivalent de l'Arc de Triomphe, tennis sur terre battue, enfin, un truc de fou avec certaines compétitions officielles en extérieur. Et on a tout démonté en 11 heures, on a rendu tout propre, et c'était un gros succès. Et j'ai fait des cauchemars pendant 3 mois en rêvant que Michael Phelps arriverait pas. Là, je vous raconte la belle histoire. Il y a eu quand même pas mal de stress dans le truc. Des moments de stress assez importants. Mais au final, tu vois, l'année dernière, je rencontre un athlète olympique qui me dit, voilà, maintenant je rencontre en 2022, qui me dit, tu sais quoi? J'ai connu mon sport sur le bicentenaire que tu as organisé. Merci. Je me dis, je me dis, ça, c'est cool. Parce qu'en fait, nous, on a une chance qui est quand même dingue, et c'est un cliché, mais on peut vraiment inspirer les gens, quoi. Et quand on avait fait le bicentenaire, vu que le foot est roi et qu'il y a quelques autres sports où il y a des spectateurs comme le baseball et le basket, mais les autres, les gens, ils connaissent pas. Et si tu ne vois pas, si tu ne sens pas, si tu vois, si t'es pas dans l'immersion dans le sport, en le voyant, en étant sur le terrain avec il y a pas de héros, il y a pas d'aspiration. Qui va vouloir faire de la gymnastique? Qui va vouloir faire du plongeon si tu vois pas quelqu'un en faire? C'est pas en regardant les JO 2 minutes l'été, une fois tous les 4 ans. Donc c'était très important pour nous de le faire. Pour moi, philosophiquement. Et puis voilà, ça a fait bouger un petit peu les lignes, un petit peu. J'allais dire, ça reste aussi une partie du charme
de ces événements organisés par le public parce que ça n'a aucun rationnel économique, mais quelles histoires derrière et quel intérêt plus global de le faire que le pur retour sur investissement. Totalement. Et tu as bien raison de le dire parce que celui-là, c'est un investissement pour 1 an des Jeux panaméricains, pour faire connaître les sports qui allaient être aux Jeux panaméricains et que l'événement soit un succès populaire, qui a été un succès populaire, 1 400 000 billets vendus, donc, ou 200 millions d'eux. Voilà, c'est construire des histoires et construire des héros pour que les gens se reconnaissent. Et leur donner cette opportunité, après ils la saisissent ou non, mais ils ont envie ou non, c'est pas un jugement de valeur, mais effectivement le public a ce rôle d'inspirer et de mettre les outils nécessaires, surtout dans un pays comme le Mexique qui est pas comme la France. C'est-à-dire qu'en France, il y a des clubs publics partout, gratuits, comme l'école. En France, au Mexique, la pratique du sport n'est pas gratuite. Ouais. Donc il y a un gros besoin de donner l'accès et l'envie premièrement et l'accès. Ouais, c'est génial. Et je suis obligé de faire le parallèle aussi avec Paris 2024 où à date, moi, ce qui m'excite le plus, c'est le beach volley qui aura lieu sur la Concorde, etc. Je trouve que le côté mélange urbain avec le sport est quand même génial et que finalement on y retourne parce que ça fait énormément sens. Et ouais, et je t'en dirai plus. Paris 2024, avec plusieurs copains, on est en train de voir comment on peut courir le marathon de Paris 2024, puisqu'il sera ouvert. Ouais, parce qu'il sera ouvert au public. Avant la course ou après, je me souviens plus. C'est après la course. Le même jour, ouais, le même jour. Du coup, avec des amis, on se dit mais c'est juste dingue, c'est une opportunité unique dans la vie. Donc, ce côté catalyseur qu'a l'équipe de Paris 2024 avec Tony, c'est fantastique parce que ça donne envie. Il y a des objectifs de développement de la pratique. Mais il y a des façons innovantes d'ouvrir la pratique et c'est clairement très très motivant. Ouais, c'est clair. Pour finir, en général, on aime bien demander un peu à nos invités des livres qui les ont inspirés, des séries, des films, des sujets, des histoires. Qu'est-ce que tu aurais à nous partager? Qu'est-ce que tu nous recommanderais de consommer dans les prochaines semaines si tu avais 2-3 suggestions? Ouais, en termes de livres, j'ai lu cette année et alors c'est pas glamour et c'est pas romantique ou aspirationnel, mais je trouve que c'est tellement vrai. C'est Atomic Habits de James Clear. C'est sur le pouvoir des habitudes qu'un petit rien fait une grande différence. Donc je recommande énormément ce livre pour toute personne, que ce soit professionnelle ou personnelle, parce que ça montre à quel point la routine, la capacité à bien gérer la routine et à l'optimiser permet de donner de la liberté pour penser plus grand. Et donc c'est une façon différente de voir les habitudes. Et je trouve que c'est extrêmement pertinent et efficace. Donc voilà, je l'ai offert à mes clients, j'ai offert à mes équipes, ils ont tous été ravis. Et puis les gens, alors sur les gens, moi j'irais pas sur l'actualité, j'irais sur 2 personnes. 2 personnes qui ont marqué l'histoire et je pense qu'il faut jamais les oublier. C'est Gandhi et c'est Nelson Mandela. Donc malheureusement tu pourras pas faire ton podcast avec eux, ça aurait été fantastique. Donc je suis désolé de ma réponse, mais ces gens-là avaient tout pour être complètement, pour être complètement abattus dans leur vie, puisqu'on a tout fait pour les empêcher. Et c'est un Nelson Mandela sortir de prison et faire ce qu'il a fait après, mais tu dis mais c'est juste dingue comment le type a eu l'énergie, la bonté de réaliser ce qu'il fait alors qu'il a une vie si dure, tant d'obstacles. Et pareil pour Gandhi. Enfin, c'est des personnages fascinants. Donc, se replonger dans la vie de Gandhi et Mandela, je pense que c'est des sources d'inspiration gigantesques. Et ça me fait penser, d'ailleurs, toi, il y a une citation très fameuse de Gandhi, "Be the change you wish to see in the world." Toi, tu l'as interprété à ta propre façon avec tes équipes, non? Ouais, on essaye parce que je pense que quand on est entrepreneur, c'est ça. On crée quelque chose, on doit résoudre un problème. Ça, c'est l'aspect très académique. Quelle est la valeur à créer et on doit résoudre le problème. Mais sur le fond, de manière plus aspirationnelle, c'est on doit créer des choses qui font une différence positive. Donc, be the change that you wish to see in the world.
Et il y en a une autre de Gandhi, parce que je savais que tu allais me le demander, alors je me suis dit, tiens, je vais regarder qu'est-ce qu'il y a d'autre. Mais que j'aime bien, qui est The future depends on what we do today. Et ça aussi, comme entrepreneur, c'est vrai, mais pas que pour les entrepreneurs. Le futur dépend de nous. Enfin, faut qu'on arrête de penser que tout dépend des autres. Le futur dépend de nous. Voilà, c'est nous maintenant, tout de suite. Donc, voilà, quand on est dans l'action, c'est l'être de l'homme, comme dit Hegel, est dans l'action. Voilà. Ouais. Donc un peu de contemplation, c'est bien, mais après il faut beaucoup d'action. J'espère que des étudiants écoutent nos podcasts et vont prendre le contrôle de leur destin dans le sport. Ouais. Dernière chose, donc au-delà de Gandhi et Mandela, qui t'aimerais écouter sur le podcast si tu avais des personnes à nous recommander? J'irais Kylian Jornet, il parle très bien français. Eh ben écoute. Alors, c'est le Ultra Trail. Il a créé sa marque. Il est très centré sur des valeurs de sustainability écologique. C'est un type intéressant, humble, un fantastique athlète, et il est extrêmement sympa. Eh ben écoute, on essaiera de le contacter. Merci beaucoup pour ton temps, en tout cas Arnaud. Merci pour la deuxième prise. Et puis profite bien de ton séjour francophone alors. Merci à toi Sam. On reste en contact et félicitations pour ce que vous faites. Allez. Merci à tous de nous avoir écoutés. Si vous aimez, comme d'habitude, likez, partagez, parlez-en autour de vous. Et à très bientôt pour un prochain épisode. Ça y est, vous êtes arrivé à la fin de cet épisode. On espère que vous l'avez apprécié. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. En attendant, vous pouvez toujours visiter notre site internet www.lasource.io pour en savoir plus sur nos activités ou tout simplement vous abonner à notre newsletter pour recevoir le meilleur de l'actualité, sport et tech chaque mois dans votre boîte mail. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode Le Corner. Le Corner.